Mais qu'est-il arrivé à Emanuela Orlandi, disparue à l'âge de 15 ans? Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique et mystérieuse histoire de la disparue du Vatican. Ce cold case tient en haleine l'Italie et le monde entier depuis plus de 40 ans. Emanuela Orlandi, donc, est la quatrième des 5 enfants d'Ercole et Maria Orlandi. Son père est un employé laïque de la préfecture de la maison pontificale et ils vivent en famille à l'intérieur de la cité du Vatican. De ce fait, la famille dispose de la citoyenneté vaticane. Emanuela est en deuxième année d'études au lycée scientifique de Rome et bien que l'année s'achève en ce mois de juin 1983, elle continue à prendre des leçons de flûte traversière 3 fois par semaine à l'école de musique qui dépend de l'Institut pontifical de musique sacrée. Elle fait également partie du chœur de l'église Sainte-Anne des Palefreniers. Ce jour du 22 juin 1983, Emanuela se rend comme d'habitude en bus à l'école de musique. Après quelques stations, elle descend à l'arrêt devant l'église Saint-André et marche sur environ 200 mètres le long d'une rue pour rejoindre le conservatoire situé à côté, juste à côté de la basilique Saint-Apollinaire. Emanuela arrive à sa leçon avec un retard inhabituel de 15 minutes. Elle se montre distraite et informe une camarade qu'elle compte partir du cours avec 10 minutes d'avance. Donc, vers 18h45, elle quitte son cours et passe un appel téléphonique à sa sœur, Frédérica. Emanuela l'informe avoir obtenu sur le chemin du conservatoire une offre d'emploi de la part d'un représentant d'une célèbre marque de cosmétiques. Tu te rends compte? Cet homme m'a proposé 350 000 lire pour distribuer des produits cosmétiques pendant un défilé de mode. Pour un grand couturier, au palais Borromini. La somme proposée correspond alors au salaire mensuel d'un fonctionnaire de l'époque. L'homme aurait dit à Emanuela qu'il souhaitait une réponse dans la soirée et qu'il attendrait la jeune fille après son cours. Sa sœur, plus que méfiante, suggère à Emanuela d'en parler avec leurs parents avant de prendre toute décision. Néanmoins, à la fin de sa leçon de flûte traversière, Emanuela se confie également à une amie et camarade de l'école de musique, Raffaella, qui l'accompagnait à l'autobus. À 19h30, Emanuela laisse son amie Raffaella monter dans le bus et ne la suit pas. Dès lors, sa trace sera perdue. Elle sera vue pour la dernière fois à cet arrêt de bus. Dans la soirée, la famille d'Emanuela, ne la voyant pas revenir, s'alerte et informe la police italienne. Mais celle-ci tempère leurs inquiétudes. Oh, elle a dû fuguer ou bien peut-être est-elle avec des amis, ne vous inquiétez pas. La police italienne indique par ailleurs que la famille ayant la citoyenneté vaticane, leur plainte ne dépend pas de la responsabilité. Dès le lendemain, donc le jeudi 23 juin, au matin, le père d'Emanuela dépose une plainte pour enlèvement à l'inspection générale de la sécurité publique vaticane. Quelques heures plus tard, la plainte sera enrichie d'un témoignage rapporté par les Orlandi. Emanuela aurait été reconnue le 22 juin vers 17h par un policier en faction devant le palais Madame,
ce qui n'est autre que le Sénat italien. Elle aurait été aperçue en compagnie d'un homme d'environ 1,75 m, âgé de 35 à 40 ans, au visage mince, atteint d'une calvitie naissante et portant une mallette. Cet homme conduisait apparemment une BMW de couleur verte dans laquelle serait montée Emanuela. D'autres témoins viendront étayer cette hypothèse en prétendant avoir également assisté à cette scène. L'officier en faction, donc ayant assisté à cette scène, ce jour-là sera interrogé, mais plutôt tardivement par la police. Toute la famille d'Emanuela, bien sûr, se mobilise pour chercher des solutions, trouver des réponses. L'oncle de l'adolescente, par exemple, fait le tour des rédactions de Rome pour placer un appel à témoins dans la presse du lendemain. Et au cours des 2 jours suivants, des appels à témoins sont publiés dans les journaux avec le numéro de téléphone de la famille Orlandi. Et bien sûr, celle-ci reçoit de nombreux appels téléphoniques, pour la plupart d'entre eux très fantaisistes, comme c'est souvent le cas, hélas, dans ce genre d'affaires. Néanmoins, une semaine après sa disparition, de nombreuses affiches représentant le visage d'Emanuela sont placardées dans Rome par ses proches. Et depuis la disparition de l'adolescente, un grand nombre de pistes et de théories ont alimenté la chronique. Et vous allez voir jusqu'où ça va d'ailleurs. Emanuela Orlandi aurait été ainsi vue en divers lieux au cours des années, y compris à l'intérieur de la cité du Vatican, mais aucun de ces signalements n'a été jugé comme étant fiable. Le dimanche suivant, donc, dans une déclaration sans précédent pour une disparition d'adolescente, ce n'était jamais arrivé, une telle déclaration, et alors qu'aucune certitude n'est encore clairement établie quant aux raisons de cette disparition, le pape Jean-Paul II intervient au cours de l'Angélus. Je ne perds pas espoir dans l'humanité de ceux qui sont responsables de cette situation, déclare-t-il. La thèse de l'enlèvement est alors clairement avancée pour la première fois officiellement et remplace celle de la fugue. Parmi donc les nombreux appels que recevra la famille, il y a notamment celui de 2 hommes disant avoir vu la jeune femme brune portant une flûte traversière qui venait de se faire couper les cheveux. Elle se serait présentée comme étant une vendeuse de produits cosmétiques. Tiens, prétendant qu'elle s'était enfuie de chez elle. Elle se faisait appeler Barbara. Étrange coïncidence. Plus tard, un autre homme se faisant appeler Mario téléphone à la famille Orlandi. Famille Orlandi qui est maintenant sur écoute pour pouvoir, bien sûr, récupérer d'éventuelles pistes quant aux appels anonymes ou non qui sont donnés. Et cet homme prétend posséder un bar près du pont Emmanuel II, qui est situé entre le Vatican et l'école de musique d'Emanuela. L'homme déclare qu'il avait rencontré un homme et 2 jeunes filles qui vendaient des cosmétiques, dont l'une prétendait être originaire de Venise et s'appelait Barbarella ou Barbara. Celle-ci aurait confié être en fugue à nouveau. Elle disait qu'elle allait rentrer chez elle à temps pour assister au mariage de sa sœur, mais qu'elle regrettait de ne pouvoir chanter au concert prévu à son école de musique. Encore là, pas mal de faits coïncident. Des détails qui correspondent parfaitement à Emanuela Orlandi. Et de nombreuses années plus tard, ce témoin qui a téléphoné, ce fameux Mario, sera identifié d'une manière un petit peu particulière, mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Durant 40 ans, puisque Emanuela a disparu en 1983, nous sommes en 2023, donc ça fait 40 ans cette année,
de nombreuses théories se sont succédées quant à sa disparition. Certains affirment qu'elle a été kidnappée pour arracher la libération de Mehmet Ali Aksa. C'est un Turc qui avait tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II en 1981. Donc ce serait un kidnapping pour faire en échange de la libération donc de cet homme. Un homme parlant italien avec un accent américain, qui a été surnommé en conséquence l'Américain, et se disant membre des Loups Gris. Les Loups Gris, c'est un groupuscule turc d'extrême droite. Cet homme appellera une dizaine de fois tout de même la famille d'Emmanuela et ses proches pour mettre en place un échange entre le fameux prisonnier qui aurait tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II et la jeune fille. Décidément, cette affaire prend une tournure tout à fait étrange. Aksa lui-même assure à plusieurs reprises que la jeune fille a été enlevée par son organisation, donc les Loups Gris. Selon lui, Emanuela va bien et vit dans un couvent depuis toutes ces années. Il a notamment réitéré ses propos en 2019, donc c'est assez récent, dans une lettre envoyée à la presse internationale. Mais rien n'a jamais été prouvé. Et puis, cette piste est close. Elle est fermée en 1997 par la justice italienne. Ok. Why not? Donc, c'est une affaire extrêmement complexe, les amis. Accrochez-vous aux branches. Alors, au milieu de l'année 2000, à peu près, un programme de télévision italien qui transpose le concept de perdu de vue, vous savez, cette émission où on recherche des personnes disparues et où on compte sur le témoignage des auditeurs, des téléspectateurs, va faire repartir l'enquête. Et en juillet 2006, le standard de l'émission reçoit un appel anonyme plutôt intriguant. La personne au bout du fil dit que pour savoir ce qui est arrivé à Emanuela, il est nécessaire de fouiller. Du côté de la crypte de la basilique Saint-Apollinaire de Rome. Les autorités procèdent donc à des fouilles et trouvent un corps. Mais ce n'est pas Emanuela. C'est le corps d'un homme qui est enterré là, dans la crypte. Cet homme est identifié comme étant celui d'Enrico de Pedis, patron d'un groupe mafieux italien, une organisation criminelle, on va dire. Étrange découverte. Étrange découverte parce que déjà, seuls les hauts dignitaires de l'Église sont autorisés à être enterrés dans les basiliques. Et c'est encore vrai aujourd'hui, je pense. En tout cas, ce sont les seuls qui sont autorisés. On ne peut pas, monsieur, madame, tout le monde être enterré dans une église. Ce n'est pas possible. Et on imagine mal un chef mafieux obtenir ce privilège. On va pas le canoniser non plus, on est bien d'accord. Alors, après enquête, il ressort que le bandit avait bénéficié d'un passe-droit accordé par le cardinal vicaire général de Rome. Donc, entendons-nous bien, les amis. Le cardinal vicaire général de Rome, cette époque-là, a accordé un passe-droit pour qu'un grand criminel, un chef mafieux, puisse être enterré dans la basilique. Et puis, rapidement, il est révélé que Enrico de Pedis, donc le défunt retrouvé dans cette crypte, donc qui aurait appartenu, outre à la mafia, aurait appartenu également à la loge maçonnique P2, ainsi qu'à des secteurs de la finance du Vatican. Il avait versé au vicaire général l'équivalent, une pacotille, l'équivalent de 450 000 € pour avoir sa tombe au Vatican. La piste de la mafia paraît alors centrale. Alors accrochez-vous les amis, beaucoup de dates, beaucoup de noms, j'ai essayé de simplifier au maximum, mais il est important surtout de comprendre à peu près les enjeux de l'histoire, mais je pense que vous y êtes.
Donc, par la suite, l'ancienne compagne d'Enrico de Pedis, donc je rappelle que c'est ce fameux mafieux trouvé dans la crypte, affirme que la bande dont il était le chef est bien responsable de l'enlèvement d'Emanuela. Voilà, on est en train de faire le lien. Son corps ainsi que celui d'une autre jeune fille disparue auraient été coulés dans une dalle de béton. Et c'est là qu'entre en scène un nouveau personnage, Paul Marcinkus, ancien président américain de la Banque du Vatican. Et oui, on est en plein dedans. Pourquoi se gêner? Selon Sabrina, donc l'ex-compagne, ce dernier serait impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de l'adolescente. En effet, l'homme aurait eu des liens avec cette organisation mafieuse et notamment avec De Pédis et aurait aidé l'organisation à blanchir de l'argent émanant de leurs activités criminelles en passant par la Banque du Vatican. Un beau panier de crabes, n'est-ce pas? Problème, problème, parce que la Banque du Vatican, ben, c'est la principale actionnaire de la banque Ambrosiano qui s'effondre au début des années 80. Donc l'enlèvement de la jeune fille aurait alors eu lien pour faire pression sur le Vatican pour récupérer le magot de la pègre malgré les soucis financiers du Saint-Siège. Et on ne pactise pas avec le diable. Donc le fameux Marcinkus serait l'Américain. Rappelez-vous, cet homme parlant italien avec un fort accent américain dont j'ai parlé plus haut, qui avait appelé à plusieurs reprises la famille Orlandi après la disparition d'Emanuela. Est-ce que ce serait lui ou pas? Il y a un doute. À l'été 2018, l'avocat de la famille reçoit à nouveau un message qui pourrait, il l'espère, faire rebondir l'enquête. En effet, la famille a reçu une lettre anonyme accompagnée d'une photo de tombe du cimetière teutonique du Vatican. Cette tombe était surmontée d'un ange. Avec la photo, il y avait une note. Sur cette note était écrit « Cherchez où l'ange pointe ». D'après la photo, les sépultures sont identifiées. Il s'agit de celles de deux princesses. Un an plus tard, en 2019, autour de 8h15 du matin, après une rapide prière, les travaux d'ouverture des deux tombes commencent dans la cité papale. 15 personnes sont alors employées dans ces opérations. Les dos ossuaires inspectés dans la cité papale sont vides. Les ossements sont ensuite extraits dans le sous-sol du collège pontifical teutonique, mais cette piste, une nouvelle fois, ne donnera rien. Aucun des os inspectés n'est suffisamment récent pour appartenir à la pauvre Emanuela. Il y a une paire d'années, une série documentaire visionnable dans le monde entier dépoussiérera l'affaire dans la mémoire collective. Et quelques mois plus tard, en janvier 2023, donc là c'est extrêmement récent, hein, c'est une affaire qui a repris et dont on va entendre parler, je pense. Le Vatican annonce l'ouverture d'une enquête. Enfin, 40 ans plus tard, le Vatican annonce l'ouverture d'une enquête pour tenter d'élucider la disparition de la jeune fille. Mais c'est pas fini. Le frère d'Emanuela, Pietro, fait alors une déclaration glaçante. Peut-être que le Vatican a compris que le moment est arrivé de faire une mise au point. Et je souhaite que ce soit un point final. C'est la première fois qu'ils ouvrent une enquête sur l'enlèvement d'Emanuela, une citoyenne du Vatican. J'ai toujours été convaincue que le Vatican sait, qu'ils sont au courant, que les trois papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François savent, et qu'il pourrait y avoir des responsabilités à l'intérieur même du Vatican.
avec l'aide de personnes extérieures. Voilà les déclarations du frère d'Emmanuela. Dimanche 25 juin 2023, on approche encore près de 40 ans, jour pour jour, après la disparition de l'adolescente. Le pape François prie pour Emmanuela Orlandi. Il déclare alors vouloir profiter de la date anniversaire de la disparition de l'adolescente pour exprimer à nouveau sa proximité avec la famille, en particulier sa mère, et les assurer de sa prière. Pietro Orlandi voit alors un signe. Pietro, donc c'est le frère. Le tabou d'Emmanuela Orlandi a enfin été brisé, déclare-t-il alors devant les journalistes. Le fait de prier est un signe d'espérance d'atteindre la vérité. Rappelons que les Italiens sont, de manière générale, très pieux. Les mots du pape sont déjà un grand pas que nous réclamions depuis des années et des années. Cela ne s'était jamais produit, déclare-t-il. Et puis il ajouta, après ces mots, nous attendons des actes. En ce début du mois de juillet, donc, 2023, suite à ces déclarations, le visage d'Emmanuela s'affiche à nouveau dans la presse italienne. Et selon un journal, le Courrier de la Rue, une piste qui avait été suivie avant d'être inexplicablement abandonnée durant de nombreuses années est réexaminée. Selon la chaîne de télévision, la 7, le procureur du Vatican a remis à celui de Rome les courriers échangés entre un prêtre et un haut dignitaire du Vatican 3 mois après la disparition de la jeune fille. En 1983, dans la plus stricte confidentialité, le numéro 2 du Vatican, Agostino Casaroli, a écrit un courrier diplomatique à un prêtre sud-américain envoyé par Jean-Paul II en Colombie. Et ce prêtre, hasard ou coïncidence, a été très proche de la famille Orlandi. Dans ce courrier, donc, Casaroli, le numéro 2, je le rappelle, lui demande de confirmer que Natalina, la sœur d'Emmanuela, avait été harcelée sexuellement par leur oncle, Mario, aujourd'hui décédé. Oui, oui, c'est vrai, répond le prêtre depuis Bogota. Natalina était l'objet d'attentions morbides de la part de son oncle. Elle me le confia, terrifiée. On lui avait dit de se taire, sinon elle aurait perdu son emploi à la Chambre des députés, où Meneguzzi, qui tenait la buvette, l'avait fait embaucher quelque temps auparavant. Il apparaît que cet épisode était connu des enquêteurs à l'époque et avait même été confirmé par Natalina elle-même. La chaîne La 7 précise donc que l'oncle Mario était proche des services de sécurité intérieure de l'époque. Pietro Orlandi, le frère d'Emmanuela, a réagi à cette nouvelle piste, se déclarant furieux. Personne ne nous a appelés, moi, ma sœur ou les enfants de mon oncle. Personne ne nous a convoqués au parquet de Rome. L'avocat de Pietro s'exprimera en ces termes. J'espère que ce ne sont pas les seuls documents que le parquet du Vatican va envoyer au parquet de Rome, car ces documents, ces lettres, ne sont pas nouveaux. Dans un livre paru en mai 2012, Le dernier exorciste, écrit par le père Gabriele Amos, qui est lui-même exorciste et diocèse de Rome, affirme qu'Emmanuela Orlandi aurait été enlevée par un agent de la gendarmerie vaticane pour des parties fines, victime d'un réseau d'exploitation sexuelle, puis assassinée. Interrogé par le quotidien italien La Stampa, il déclare que le personnel diplomatique d'une ambassade étrangère, pour ne pas dire américaine, auprès du Saint-Siège était également impliqué dans ce réseau. Selon Simeone Duca, un archiviste du Saint-Siège, un gendarme du Vatican aurait servi de recruteur pour ces parties fines. Voilà une affaire en tout cas à suivre puisqu'elle reprend maintenant et c'est important d'en parler pour pas oublier pour Emmanuela, pour sa famille et pour tous les autres disparus. Et
que l'on ne retrouve pas pour l'instant. Et cette affaire bien mystérieuse n'a peut-être pas fini de nous surprendre. Et je serais curieuse de connaître vos réactions, vos commentaires, peut-être des pistes qui vous sont venues à l'esprit pendant cette écoute. Alors, on va pas jouer aux enquêteurs, mais on a tous au fond de nous une intime conviction. La petite Emmanuela aurait aujourd'hui 55 ans. Et où que tu sois, très chère, cœur sur toi et sur ta famille. Je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, les amis. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants.